Un appel à financement pour donner un coup d'accélérateur au secteur de la transformation des produits agro-silvopastoraux. La conférence internationale s'ouvre demain à Ouagadougou. Passer de 12 à 25% de taux de transformation d'ici à 2020, c'est l'objectif affiché. Plus de détails sur les enjeux tout à l'heure avec le ministre de l'économie, Adizatou Rosine Koulibaly, est l'invité de ce 20h. Aussitôt réalisé, aussitôt dégradé, c'est le sort de la plupart des routes du Burkina. En cause, la surcharge, le phénomène perdure malgré l'entrée en vigueur du règlement 14 de l'UEMOA. Une seule solution, selon les techniciens, durcir le temps depuis les ports au moment des chargements. Dossier à suivre dans ce journal. En Thaïlande, c'est tout un pays qui retient son souffle et suit avec anxiété l'opération de sauvetage de 12 élèves et leur entraîneur coincés dans une grotte souterraine. Depuis 2 semaines, 4 enfants ont été sortis. Aujourd'hui, encore 9 personnes à extraire donc. Mais l'opération est périlleuse et il faut aller vite car la météo annonce des pluies et tout le monde redoute la montée du niveau de l'eau. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour ouvrir ce journal, on prend des nouvelles de la campagne agricole dans la région du Nord. Là-bas, dans la plupart des exploitations, l'heure est encore au semis. Mais comme vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, quelques rares producteurs ont su prendre de l'avance. Karim Bikenga et Irénée Kabouré. Des sols en préparation pour les semis, du mil au stade de montaison dans quelques rares champs, voilà ce qui caractérise la mise en place de la campagne agricole 2018-2019 dans la région du Nord. Le démarrage de la saison est si mauvais, mais les années antérieures, généralement à cette période, nous sommes presque à la fin des phases des semis. Nous ne sommes même pas encore arrivés au 15 juillet, les gens sont en train de continuer à faire donc, les emblavures. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Normalement, on doit avoir en tout cas une bonne campagne. Dans les directions provinciales de l'agriculture, l'heure est à la distribution des semences améliorées et de l'engrais subventionné par l'État avec le concours des préfets et des maires. Actuellement, ça se passe très bien. Il y a une difficulté que je voulais signaler particulièrement, c'est la disponibilité des intrants, particulièrement les niébés. La sémence, les niébés. Les niébés, c'est une spécialité de la localité, mais la quantité qu'on a reçue est en deçà du besoin des producteurs. Outre la mise à disposition des intrants, les agents techniques de l'agriculture rassurent les paysans de leur appui conseil sur le terrain et attendent de ces derniers une pleine coopération. Au cas effectivement où il s'avérait l'apparition en termes de phytosanitaire, de ravageurs, des parasites, qu'ils n'hésitent point à nous signaler. Parce que nous avons effectivement une profession de routine, mais pour être si large, en tout cas, nous demandons aussi leur concours. Pour la campagne agricole 2018-2019, la région du Nord a reçu 650 tonnes d'engrais et 218 tonnes de semences améliorées. En ce qui concerne les équipements agricoles et les animaux de trait également prévus, les paysans doivent encore faire preuve de patience. Pour les éleveurs du centre Nord, les nouvelles sont plutôt bonnes désormais. Ils peuvent compter sur le projet d'appui au secteur de l'élevage au Burkina, le PADELB, qui vient de lancer ses activités à Kaya. Objectif, un élevage plus productif et compétitif. À l'occasion, la campagne fourragère a été lancée. Siedi Lareyen et Zalissa Sanfo. Le projet d'appui au secteur de l'élevage au Burkina PADELB lance officiellement ses activités ce 2 juillet. Et pour ce premier acte, ce sont les missions du projet qui sont expliquées aux éleveurs. La principale mission du PADELB, c'est de développer des alliances productives durables pour plus d'efficacité et de compétitivité des chaînes de valeur de l'élevage. Et la productivité, passant par une sécurité alimentaire des animaux, tous les producteurs qui se sont illustrés dans la production de fourrage au cours de ces 2 dernières années ont été primés. Le fourrage est devenu mon gagne-pain. L'an passé, j'ai nourri plus de 20 ruminants avec et j'en ai vendu pour 2 millions aussi. Des encouragements et une invite à redoubler d'efforts aussi pour faire toujours plus. Cette cérémonie de récompense a été aussi un prétexte
pour lancer la campagne fourragère 2018-2019. C'est pour les inciter à produire davantage, pour pouvoir enlever notre secteur de l'élevage, de tous les problèmes en tout cas, qui minent actuellement le secteur, pour qu'ils puissent avoir vraiment un essor escompté, et comme le souhaite la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et le ministère en charge de l'élevage d'inviter tous les producteurs à faucher les herbes naturelles, mais aussi les résidus de récolte pour bien alimenter leur cheptel. À l'issue de cette campagne qui est lancée ici, les 3 premiers de chaque région seront primés. Des efforts dans la production, mais le défi reste entier en matière de transformation. Un chiffre à retenir, seulement 12% des produits agro-silvopastoraux sont transformés actuellement. Objectif du gouvernement, porter ce chiffre à 25% d'ici à 2020. C'est tout l'enjeu de la table ronde qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Explication, Vincent Kendrebego. Le Burkina Faso, un pays aux grandes potentialités agro-silvopastorales. Officiellement, le secteur emploie 80% de la population active. Cependant, sa contribution au PIB est relativement faible, seulement 28 à 31% selon le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Le problème, le manque de transformation. Au département de l'économie, on parle d'industrie manufacturière déclinante avec des activités tertiaires dominées par l'informel. Pourtant, à l'inverse, la demande en aliments transformés est forte, 90% dans les centres urbains. Dans le plan national de développement économique et social, 3 axes sont définis, parmi lesquels la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Ainsi, à la conférence des 9 et 10 juillet, le gouvernement veut mettre l'accent sur l'agro-silvopastoral. Objectif, identifier le potentiel et les opportunités d'investissement dans la transformation et susciter l'intérêt des investisseurs étrangers et de la diaspora qui sont tous conviés à la table. L'ambition est de faire passer le taux de transformation de 12 à 25% d'ici à 2020. À cette conférence, 2 programmes du gouvernement bénéficieront également d'une attention particulière. Il s'agit d'abord du PUS, le programme d'urgence pour le Sahel, qui vise le développement socio-économique de la région du Sahel et la résilience de la population face à l'extrémisme. Le deuxième programme est le PADEL, programme d'appui au développement des économies locales. Pour ces 2 programmes, le gouvernement veut mener le plaidoyer auprès des partenaires pour des financements adéquats qui permettraient de mieux amorcer le développement économique et social dans un environnement plus sécurisé. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans le reportage de demain, donc va s'ouvrir à Ouagadougou un deuxième round, disons, de table ronde autour du financement du PNDS. Alors, déjà, est-ce qu'on peut faire le bilan de Paris 2016 en décembre, 18 000 milliards de francs CFA de promesses. À ce jour, quel bilan de compte on peut faire? Moi, je vous remercie vraiment pour l'occasion que vous me donnez et pour éclairer les téléspectateurs, parce que la conférence, effectivement, c'est pour faire le suivi de Paris, et c'est pas la même chose que Paris. Je pense que c'est important que je puisse prendre une minute pour le dire. Paris, en fait, était une conférence qui était organisée suite à l'élaboration du plan national de développement économique et social. Et il s'agissait d'avoir une occasion de rencontre avec les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, non seulement pour le financement des priorités, mais pour dialoguer sur ces priorités-là. Voilà les priorités, la vision du gouvernement sur les 5 prochaines années et avoir leur accompagnement. Donc c'était une conférence qui était globale, qui couvrait tous les secteurs d'activité. Chemin faisant, dans l'exécution effectivement du plan national de développement économique et social, en faisant le point, et nous nous sommes rendus compte que certains secteurs importants sont restés orphelins. C'est le cas de la transformation agro-silvopastorale. Lorsqu'on regarde par exemple les statistiques de mobilisation de ressources et de financement des secteurs, on se rend compte par exemple que le secteur des infrastructures a pu avoir suffisamment de ressources. Après, il y a la production agricole, mais la production à l'état brut, mais pas de transformation. Quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de création de valeur ajoutée. De valeur ajoutée, on va y revenir, Madame la ministre, mais d'abord le bilan. Le bilan, je ne sais pas si vous voulez que je parle en termes de résultats d'action. En termes de mobilisation, parce ressources. Que les Burkinabés avaient entendu 18 000 milliards, on pensait que tous les problèmes étaient résolus. Bon. Alors à ce jour, concrètement, combien, en tout cas, on a enregistré dans les caisses? Bon,
ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a des résultats concrets sur le terrain. Mais c'est le but aussi de la conférence, parce que nous allons parler de la revue à mi-parcours du PNDS, nous allons parler des réformes que le gouvernement engage et nous allons dynamiser en fait la mise en œuvre du PNDS. Maintenant, par rapport à 18 000 milliards, je pense qu'on avait suffisamment communiqué là-dessus, mais cette question revient quand même. Je vais vous dire ceci. La bonne nouvelle d'abord, la très bonne nouvelle, lorsque nous avons fait le point au 31 mai, on s'est rendu compte que les partenaires techniques et financiers ont respecté leur engagement. Et sur les 5 570 milliards qui étaient recherchés auprès de ces partenaires, plus de 90% ont fait l'objet de projets qui ont été signés, de conventions donc de financement, où c'est prévu déjà dans le cadre de partenariat avec ces partenaires. Donc plus de 90%. Demain, vous allez effectivement avoir les chiffres détaillés, c'est plus de 90%. Là où le bas blesse, c'est au niveau des ressources internes. Mais quand je dis le bas blesse, parce que au niveau des partenaires, c'est dans une perspective de plusieurs années, c'est pluriannuel. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, à l'horizon 2020, voilà ce qui a été mobilisé. Mais par rapport aux ressources domestiques, c'est annuellement. L'objectif, c'était 63%. 63%, mais c'est annuellement que la mobilisation se fait. Donc, à mi-parcours, en tout cas, par rapport aux 2 ans et demi, lorsque nous avons fait le point, nous avons vu quand même que nous avons mobilisé autour de 85% pour les objectifs fixés sur les 2 ans et demi. Maintenant, sur toute la durée du PNDS, ça va être autour de 35% à peu près. Mais comme c'est annuel et que les objectifs annuels vont s'accroissant, bon, nous n'avons pas de doute effectivement que nous allons atteindre ces résultats-là. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est la faible mobilisation au niveau des promesses du secteur privé, juste 5%. Alors, est-ce que c'était des fausses promesses, Madame la ministre? Oui, au niveau du secteur privé, nous avions, lorsque nous organisions le point, lorsque nous avons organisé le point de presse, on a expliqué ce qui s'est passé au niveau du secteur privé. Au niveau du secteur privé, vous avez des intentions d'accompagnement. Mais nous, au niveau du gouvernement, nous sommes amenés à serrer un peu, à voir les conditions offertes par le secteur privé, parce que notre préférence à l'heure actuelle, c'est des partenariats qui ne génèrent pas de la dette. En fait, c'est ça. Bon, au niveau de certaines propositions qui sont venues à notre niveau, c'était des préfinancements et ce n'était pas forcément la meilleure offre que nous avions sur le marché. Donc, nous avons pensé qu'il fallait prendre le temps de discuter avec ces partenaires-là, surtout qu'en réalité, et lorsque nous voyons l'engagement des partenaires institutionnels et lorsque nous voyons aussi les ressources que le gouvernement même va aligner, en principe, nous n'avons pas de problème majeur pour le financement des priorités du plan. Alors, venons-en donc à cette grande conférence qui s'ouvre demain pour le financement d'un secteur particulier, l'agro-silvo-pastoral, la transformation. Pourquoi spécifiquement ce secteur-là? Bon, l'élément que vous avez passé a montré effectivement pourquoi c'était important. Lorsque vous avez 80% de votre population active dans un secteur, lorsque c'est un secteur en fait où se retrouvent les personnes les plus pauvres, le PNDS a dit justement que la croissance doit être inclusive, qu'elle doit être génératrice d'emplois, qu'elle doit être durable. Donc lorsque nous choisissons effectivement ce secteur-là, c'est parce que nous voulons d'abord toucher le plus grand monde. C'est que nous voulons aussi créer, comme je disais au départ, des chaînes de valeur, de la valeur ajoutée pour pouvoir générer des emplois. Parce que vous voyez les jeunes qui sont en attente effectivement à la recherche d'emploi, c'est l'occasion qui leur est donnée. Et cela va permettre aussi d'améliorer un certain nombre d'agrégats. Parce que lorsque vous n'achetez plus à l'extérieur et que vous transformez, vous avez la production, en fait le produit que vous recherchez au niveau local, cela va aussi améliorer votre balance commerciale et donc c'est tout gagnant effectivement pour l'économie. Est-ce qu'il y a des domaines précis qui sont visés? On sait qu'il y a le coton, on sait qu'il y a l'élevage, il y a bien d'autres domaines. Est-ce qu'il y a des domaines précisément qui sont visés demain? Oui, nous avons, vous imaginez quand même que nous avons dû réaliser des études et nous avons identifié en réalité 10 filières principales sur lesquelles nous voudrions organiser en tout cas et mobiliser les partenaires. Et les filières, par exemple, bon, vous savez que nous sommes quand même un pays producteur de coton, donc la transformation du secteur coton, dans le secteur textile, c'est très important. Et nous avons vu aussi que nous sommes un pays aussi d'élevage, donc la transformation de la viande
C'est une des priorités. Entre autres filières, je vais vous parler par exemple du miel, je vais vous parler de la noix de cajou. Donc il y a tellement de secteurs que nous avons identifiés. Cela est consigné effectivement dans un document qui fera l'objet de discussions avec les partenaires qui vont venir. Et concrètement, comment ça va se passer cette conférence-là, Madame la ministre? Concrètement, ce qui est prévu, comme je vous le disais, la conférence a comme objectif de mobiliser effectivement les partenaires, surtout aussi du secteur privé, pour la transformation agro-silvo-pastorale. Donc, ce sera l'occasion pour nous, non seulement de faire donc le bilan à mi-parcours de mise en œuvre du plan national de développement économique et social, de montrer les réformes que le gouvernement engage pour améliorer l'environnement des affaires, mais aussi de façon particulière pour les secteurs, en tout cas que nous avons ciblés pour la conférence, essayer de mobiliser les partenaires autour de ces secteurs-là. Il y a aussi deux sujets importants dans l'élément qui a été présenté. Vous avez rappelé qu'il y a le PADEL et le programme d'urgence pour le Sahel. Et je pense que ça aussi, ce sont des programmes très importants et novateurs que le gouvernement a eu à élaborer. Compte tenu de la situation d'insécurité, nous avons pensé qu'il était important d'améliorer la résilience des populations du Sahel, mais de créer aussi une économie locale dans les zones effectivement qui ont un potentiel et pour lesquelles nous pensons que nous devrons pouvoir accompagner ces régions. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés? Si, pour la conférence. Pour la conférence. Pour la conférence, nous n'avons pas d'objectifs chiffrés en tant que tel, parce qu'il y a des partenaires du secteur privé qui sont porteurs de projets. Lorsque vous voyez la liste des invités, nous attendons plus de 250 personnes. Et parmi les invités, il y a plusieurs qui seront du secteur privé, national mais international. Et au niveau de ce que nous recherchons, avec ces partenaires-là, c'est de montrer un certain nombre de projets qui sont déjà disponibles au niveau du gouvernement, mais des projets qui sont aussi portés par le secteur privé. Nous travaillons beaucoup avec la Chambre de commerce et donc il y aura des rencontres aussi B2B, business to business, et il y aura des rencontres aussi entre le gouvernement et le secteur privé. Madame le ministre, pour finir, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les négociations avec la coordination des syndicats du MINEFID? Oui, merci. Question importante et merci vraiment pour le souci que vous vous faites. C'est un souci aussi du gouvernement. Et nous sommes dans un processus de dialogue avec les partenaires sociaux. Et le dialogue est conduit par le chef du gouvernement lui-même. Et dans les discussions que nous menons naturellement, et chacun fait un peu d'efforts. Et le gouvernement a affirmé un certain nombre de points pour lesquels il voudrait voir avancer effectivement les discussions. Et les syndicats aussi ont mis leurs revendications sur la table. Donc nous sommes dans un processus de dialogue. Et pour le moment, je ne devrais pas m'exprimer là-dessus. Je crois que le moment venu, nous pourrons communiquer plus amplement sur ce sujet. Merci Madame le ministre d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, Madame Adizatou Rosine Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du développement, était sur notre plateau pour parler de cette grande conférence qui s'ouvre demain à Ouagadougou autour du financement de la transformation dans le secteur agro-silvo-pastoral. Suite de ce journal, et on s'arrête sur une autre grande préoccupation du gouvernement, c'est la surcharge, un phénomène qui perdure malgré l'entrée en vigueur du règlement 14 de l'UEMOA, des camions qui circulent avec des chargements dépassant parfois le double de la limite autorisée. La conséquence, c'est la dégradation accélérée des routes. Hassan Gourabou et Karim Sissé. Les routes bitumées ont généralement une durée de vie comprise entre 10 et 15 ans. Mais malheureusement au Burkina Faso, rares sont les routes qui atteignent leur durée de vie. Elles sont le plus souvent dégradées d'une manière précoce. La surcharge fait partie des causes. Les calculs montrent que lorsque la charge, vous dépassez la charge de référence que nous utilisons pour calculer la route pour qu'elle dure entre 10 et 15 ans, lorsque on la dépasse de 2-3 tonnes, la dégradation se fait de façon exponentielle. Ça veut dire que si on avait dimensionné la route pour faire 10 ans ou 15 ans, avec des surcharges extrêmes qui vont jusqu'à 15 tonnes, 20 tonnes à l'essieu au lieu de 13 tonnes, notre route, au bout de 3 ans, 4 ans, la route commence à se dégrader. Pour résoudre ce problème, l'UEMOA a adopté depuis 2005 le règlement 14, un règlement qui limite la charge des camions à 13 tonnes. Mais sur le terrain, ce texte a du mal à être respecté. Nous sommes un pays de l'interland, donc nous sommes un pays carrefour. Si au niveau des ports, les gens respectent la charge à l'essieu, il n'y a pas de raison qu'en rentrant à la frontière du Burkina,
Mais si déjà au niveau des ports, les gens surchargent, après on arrive à l'entrée de nos frontières, on dit de décharger, mais les transporteurs ne comprennent pas. Donc le travail doit commencer au niveau des ports. Et c'est cette bataille qu'on est en train de mener au niveau de l'UEMOA pour que tous les ports appliquent le règlement 14 de façon concomitante. La mise en œuvre de ce règlement 14 de l'UEMOA est pourtant devenue un impératif. C'est seulement à ce prix que l'État burkinabé pourra éviter la dégradation précoce des routes bitumées et leur éternelle réhabilitation. La briqueterie de Boromo ou la chronique d'un échec à son ouverture en 1998, elle avait suscité de grands espoirs, mais le projet a fait long feu. Produire des briquettes de combustible à partir de tiges de coton et autres résidus afin d'offrir une alternative au bois de chauffe. L'idée était noble, mais après 5 ans de fonctionnement, la briqueterie a fermé, laissant aujourd'hui sur place le triste spectacle d'une usine abandonnée. Constat Lamine Karantao et Ali Traoré. Voici ce qui reste de l'usine de fabrication des briquets de Boromo, ouvert le 22 mai 1998 pour offrir aux populations du charbon en lieu et place du bois. Cette briqueterie avait pour ambition de lutter contre le déboisement. L'objectif de cette usine était de fournir de l'énergie aux populations. C'était de produire des briquettes en charbon à partir des résidus de récolte, c'est-à-dire à partir des tiges de coton, des coques d'arachide, pour mettre à la disposition des populations, des ménages. Gira Momouni, affectueusement appelé Monsieur le maire, est un ancien employé de l'usine. Lui qui aura passé 5 ans raconte ici son expérience. On était nombreux, on valait 15 personnes qui travaillent à l'usine ici, avec des manœuvres. En tout cas, c'était bon, parce que c'était une usine, comme ils indiquent, c'est une usine pilote. C'est quelque chose qui pouvait lutter contre les sécheresses dans notre zone, notamment dans notre pays. La briqueterie était pilotée à l'époque par la direction de l'environnement en collaboration avec les autorités des balais. Au dire de ces acteurs, c'était un projet ambitieux qui donnait beaucoup d'espoir à la province. Et avec l'arrêt brusque des activités qui auparavant créaient, avait créé des emplois aux populations, puisque les jeunes travaillaient, les femmes, les mamans, tout le monde qui travaillait dedans. Et c'était sur de l'économie, c'était une création d'emplois pour nos populations. Mais cet espoir s'est très vite estompé. L'usine qui était à sa phase pilote a fermé définitivement ses portes en 2003 pour plusieurs raisons. Quand même donc de l'utilisation des tiges de coton, quand même que les paysans se disaient quand même donc que c'était à un coût dérisoire qu'on les achetait. De deux, au niveau vraiment donc de la production elle-même, quand même qui causait vraiment donc problème, parce qu'on se disait aussi que ça brûle vraiment donc moins, et en tout cas donc la qualité n'était pas vraiment donc au rendez-vous. Et le troisième souci, ce qui m'est donc revenu, c'est la gestion même donc du personnel, quand même donc qui a constitué vraiment donc un des lots vraiment donc de problèmes, parce que il y a quand même donc des employés qui pouvaient passer vraiment donc une année sans être vraiment donc payés. Au regard de l'engouement que suscitait cette usine, malgré les problèmes rencontrés à l'époque, les autorités de la province des Balais invitent le gouvernement à se pencher sur sa réouverture. Le ministre de la Communication face aux organisations de la société civile des Hauts-Bassins. La rencontre a eu lieu hier à Bobo-Dioulasso. Des échanges directs avec au menu plusieurs sujets sur la situation nationale, mais aussi des préoccupations plus spécifiques à la région. Karim Ilboudo, Kadou, Romenki. C'est un face-à-face entre le ministre de la Communication et les acteurs de la société civile des Hauts-Bassins. La polémique autour des sites de certaines infrastructures, comme l'hippodrome, la CIMASO et l'hôpital de référence de Bobo. Les questions de gestion des déchets électroniques, des lotissements et du foncier, l'employabilité des jeunes et l'accès difficile aux sources de financement sont entre autres sujets abordés sans langue de bois. En tout cas, on est très heureux et très content de rencontrer le ministre de la Communication et du porte-parole du gouvernement. En tout cas, tout ce qu'ils ont souligné,
lors de la rencontre. Ça m'a beaucoup satisfait. Le ministre a été clair, il a demandé à tout un chacun vraiment d'être vraiment réaliste. Rien n'est facile. Et il a bien et belle dit que toute chose, c'est petit à petit que ça peut marcher. Donc quand nous constatons cela aussi, un homme ne peut pas évoluer en une seconde. Donc il faut vraiment supporter. Et comme le dit en Djoula, des positions qui apportent de l'eau au moulin du gouvernement, pour qui chacun doit consentir des efforts pour le développement du pays. Des critiques ont été faites. Parfois, les gens ne sont pas d'accord. Le cas, par exemple, de l'hippodrome a été exprimé. Aujourd'hui, c'est des expressions qui sont fortes. La question de l'hôpital est exprimée, mais qu'on puisse le faire en respectant l'opinion des autres et en passant à une chose, c'est le bien commun. L'initiative d'un tel cadre d'échange direct entre gouvernés et gouvernants est positivement appréciée par les participants. Toute chose qui, selon eux, permet une visibilité des actions du gouvernement. En marge de leur 14e conférence, les ambassadeurs et consuls généraux et le ministre des Affaires étrangères, eux, se sont rendus hier à Niou, dans le Kourou-Yogo. Ils ont assisté à la célébration de l'excellence à l'école et remis 10 tonnes de vivres aux populations. Souleymane Sanou, Vincent Kendrebeogo. Comme en famille, les ambassadeurs et consuls généraux se déportent à Niou dans le Kourou-Yogo à la suite de leur conférence pour des moments de partage autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Alpha Bari et les diplomates se sont joints à la communauté éducative de Niou pour célébrer l'excellence scolaire. Divers lots ont été distribués aux élèves et aux enseignants qui se sont illustrés dans les résultats de l'année scolaire avec le soutien de l'association Silmandé. Sur place, le ministre des Affaires étrangères et sa délégation ont fait don de 10 tonnes de vivres à la population. Le geste que nous avons fait, aussi modeste soit-il, c'est un signal que nous donnons à l'endroit de l'ensemble de la population du Burkina pour leur dire que nous sommes réellement en phase avec nos populations. Les ambassadeurs et les consuls généraux sont ceux qui mettent en œuvre la politique de coopération de notre pays. Et donc, c'est une façon de leur demander d'intensifier le plaidoyer en faveur de notre agriculture pour qu'on ait une agriculture beaucoup plus organisée, beaucoup plus forte, beaucoup plus intensive et beaucoup donc plus productive, de sorte qu'on ne connaisse plus de déficits agricoles. Les autorités locales et les bénéficiaires ont salué la démarche du chef de la diplomatie burkinabé et nos diplomates accrédités à l'étranger, dont la présence et le geste font sortir du commun leur journée de l'excellence scolaire. Quelle réforme pour donner un nouveau souffle à l'éducation non formelle au Burkina? Le comité d'initiative et de réflexion sur les emplois spécifiques du non formel a sa petite idée. Il l'a dévoilé cette semaine. C'était face à la presse. Le détail avec Urbain Sommet et Vincent Kendrebeogo. Redynamiser l'éducation non formelle pour un développement socio-économique du Burkina, c'est ce qui fait l'objet de cette conférence de presse. Face aux hommes de médias, le comité d'initiative et de réflexion sur les emplois spécifiques du non-formel au Burkina Faso décline des réformes structurelles et institutionnelles allant dans le sens de la valorisation des langues nationales. Nous souhaitons que les autorités créent les emplois du non-formel par décret pour compter du 1er janvier 2007. Le reversement du personnel qui y travaille dans les catégories correspondantes dans le cadre de mesures transitoires. La mise en œuvre de politiques linguistiques et d'alphabétisation cohérentes au Burkina Faso. L'organisation d'une rencontre technique nationale sur les orientations du système en prélude aux forats qui seront organisés tous les 4 ans. La réalisation de réflexions sur le contenu des modules de formation des cadres de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à l'université de Koudougou. La création des cadres de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en vue de couvrir les besoins de terrain dans une période ne dépassant pas 10 ans. Outre ces réformes, le comité prône la réhabilitation de la formation des jeunes agriculteurs, la FJA. Aussi souhaite-t-il l'introduction d'une 50aine de langues nationales dans l'éducation rurale au Burkina Faso. Et puis c'est officiel, les ONG Plan International et Bonne Fondaine ne font plus qu'une seule et même entité.
Une fusion intervenue depuis le 1er juillet dernier. Les deux organisations concrétisent ainsi leur volonté de faire front commun pour plus d'actions dans la promotion des droits des enfants et des jeunes en Afrique de l'Ouest. Oscar Soulama et Zalissa Sanfo. Depuis le 1er juillet 2018, les ONG Plan International et Born Fonden ont fusionné pour devenir une seule et même entité. Cette fusion devra permettre le parrainage de plus de 50 000 enfants vulnérables au Burkina Faso et la mobilisation d'importantes ressources financières à hauteur de 99 milliards de francs CFA. C'est une initiative qui est née de la volonté de Plan International Danemark et de Born Fonden du Danemark de s'unir pour optimiser les ressources dans les pays du programme et faire beaucoup plus pour les enfants de façon générale et les filles en particulier, avec l'ambition de créer un impact beaucoup plus important. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes devenus une seule et même organisation. Dans nos pays, notre nouvelle organisation s'appelle désormais Plan International. Au Danemark, elle se dénomme Plan Born Fonden. Cette fusion va durer 2 ans. Elle implique le transfert total des ressources financières, matérielles et humaines de Born Fonden vers Plan International et l'élaboration d'une vision commune pour la mise en œuvre du nouveau programme. Cette organisation concerne le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Mali. Sécurité à présent avec cette caravane de dialogue transfrontalier. Mieux se parler pour barrer la route à l'extrémisme, c'est une initiative du Cercle de réflexion et d'action pour un développement local. La caravane concerne les communes situées dans la zone transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger. Ousmane Kientega et Seydou. Pour la prévention de l'extrémisme violent au Sahel, le Cercle de réflexion et d'action pour un développement local innovant propose une caravane de dialogue inclusif entre les différents acteurs. La caravane vise à créer un cadre de dialogue inclusif qui va réunir tous les acteurs donc au niveau communautaire pour qu'ils puissent débattre des questions de paix, de sécurité et qu'est-ce qui pousse les jeunes à adhérer à l'extrémisme violent. 10 communes transfrontalières Burkina-Niger sont concernées par cette caravane. Elle va séjourner 2 jours dans chaque commune où il est prévu un paquet d'activités. La première journée, il y aura dans un premier temps une session de diagnostic pour accompagner les communautés dans l'évaluation de leur vulnérabilité et quelles sont les capacités de résilience que les communes ont déjà donc, au niveau local. Et c'est ça qui va nous aider à les accompagner dans l'élaboration des plans d'action et donc qui va intégrer des actions et des renforcements de la résilience communautaire. Cette rencontre de Seitenga marque le début des activités de la caravane. Une approche innovante selon le premier responsable de la commune haute. Je crois qu'avec ce caravane, nous pourrons au moins lancer un appel du côté de nos populations pour pouvoir mieux comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons de l'insécurité au niveau de nos transfrontalières. Et il serait bon au moins que ce caravane, lorsque ce sera lancé partout au niveau de nos communes frontalières, que les gens puissent être là, écouter, mieux comprendre. La caravane de dialogue inclusif va également permettre à 1000 jeunes de disposer d'actes de naissance et de cartes d'identité. Même approche pour le mouvement sunnite. Vendredi dernier, ce mouvement a prêché la paix et la cohésion sociale au stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Plusieurs imams se sont succédés à la tribune pour porter des messages de tolérance. Hassan Gourabou, Moumouni Barou. Venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina, ces grands imams sont allés porter haut le message de la paix à toute la communauté musulmane au stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Une paix devenue une denrée rare dans la sous-région depuis quelques années à cause de la montée du terrorisme affectant donc négativement la cohésion sociale. Le contexte actuel nécessite effectivement qu'on multiplie ce genre de manifestations pour éclairer les gens. Les jeunes qui sont peut-être tentés quelque part à vouloir déstabiliser le pays au détriment de la grande majorité des musulmans, nous ne sommes pas au courant de ce phénomène. Ça nous est dicté de l'extérieur. Dieu seul sait quelle est la messale qui se cache derrière ce phénomène.
Donc on invite les gens à comprendre l'islam, à apprendre l'islam à travers ce qui est écrit dans le Coran, ce que le professeur nous a amené. Donc l'islam, on n'apprend pas ce que les gens font. On ne juge pas l'islam aussi par ce que les gens font. Mais on juge l'islam parce que ce qui est donné dans leurs livres, que le Coran et le prophète envoyé sallallahu alayhi wa sallam. La cohésion sociale, c'est le thème du présent séminaire. Et selon les organisateurs, le dit thème a été choisi pour être en phase avec l'actualité. Notre souhait, c'est de favoriser l'ancrage de la paix dans le pays. En réunissant ici différentes familles pour parler de la paix, cela pourrait être une solution à la cohésion sociale. Si chaque famille s'approprie cette notion de paix, ce sera bien pour l'avenir du pays. Ce grand séminaire de sensibilisation du mouvement sunnite est à sa première édition à Bobo Dioulasso. Et malgré la fraîcheur, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel des prêcheurs pour raffermir davantage la foi. L'Église catholique, elle, accueille dans la ferveur ses nouveaux prêtres, 12 nouveaux bergers consacrés hier à la cathédrale de Ouagadougou, une ordination sacerdotale officiée par le cardinal Philippe Ouedraogo, Paul-David Bambara et Léonore Yerbanga. L'abbé Kizito reçoit ici l'ordination sacerdotale qui lui rend semblable au Christ. C'est la concrétisation de l'amour du Christ de ces 12 nouveaux prêtres après 9 ans de formation au séminaire. Désormais, ils devraient agir au nom du Christ tout en faisant vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Nous sommes contents parce que Dieu, non seulement il nous a touchés, mais il a voulu que nous soyons ses serviteurs dans l'Église catholique. Qu'est-ce que nous allons faire, notre sacerdoce? Servir Dieu dans une vie, comme l'a dit le cardinal, une vie simple, pauvre, chaste et obéissant. Et au cardinal Philippe Ouedraogo d'appeler les nouveaux prêtres à mener une vie conforme à celle de Jésus-Christ, être au service de la communauté. Ils sont établis, ordonnés, consacrés prêtres pour le service de Dieu et pour le service des hommes, pour le service de l'Église. Alors nous souhaitons qu'ils soient de bons et fidèles serviteurs selon le cœur de Dieu lui-même. Des prêtres pleins de miséricorde, des prêtres tout donnés qui travaillent dans la communion avec leur évêque et avec leurs confrères prêtres et avec les religieux, religieuses et les fidèles laïcs. C'est cela l'Église famille de Dieu. Les 12 nouveaux prêtres, dont 7 diocésains et 5 religieux qui ont reçu l'ordination presbytérale, devraient toujours avoir en tête le message du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso. Nous sommes en littérature et c'est le titre d'une nouvelle œuvre. Son auteur s'appelle Yannick Naré, juriste et spécialiste de la communication des médias. Il s'agit d'une œuvre sociologique de 237 pages qui retrace le processus démocratique depuis le soulèvement populaire de 1966 à l'insurrection de 2014. Présentation, Jean-Hugues Bayala et Léonore Yerbanga. Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso. C'est le titre du premier essai du Burkinabé Yannick Naré. L'œuvre relate le processus démocratique qui a consacré la première alternance présidentielle en novembre 2015 selon son auteur. Le livre intitulé Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso essaie de dépeindre un peu le long processus que le Burkina Faso a traversé pour qu'il y ait l'alternance en 2015. Donc essentiellement, c'est de raconter la lutte de la société civile, de la société politique et des différentes communautés qui ont abouti donc à ce qu'il y ait une alternance, la première du genre au Burkina Faso. Cet ouvrage comporte 237 pages et est subdivisé en 2 grandes parties. La première partie, c'était d'analyser un peu le processus qui a abouti à l'insurrection par les régimes qui se sont succédés. Parce que dès qu'on parle de l'insurrection de 2014, beaucoup voient essentiellement les causes immédiates, les causes qui ont déclenché. Pourtant, c'est un long processus qui a commencé depuis celle de 1966 et qui a abouti donc, c'est ce qu'on a essayé de raconter, d'analyser, disons, dans la première partie. Et la deuxième partie
dépeint un peu l'action des communautés religieuses avec un focus beaucoup plus sur l'Église catholique, puisqu'il fallait choisir un angle d'analyse. Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso est disponible dans toutes les librairies de la place au prix de 10 000 francs CFA. Hors de chez nous en Thaïlande, je vous le disais, c'est tout un pays qui retient son souffle et suit avec anxiété l'opération de sauvetage de 12 élèves et leur entraîneur coincés dans une grotte souterraine depuis 2 semaines. 4 enfants ont été sortis aujourd'hui, encore 9 personnes à extraire donc, mais l'opération est périlleuse et il faut aller vite car la météo annonce des pluies et tout le monde redoute une montée du niveau de l'eau. On s'achemine peut-être vers la fin de leur calvaire. Les opérations de sauvetage des 12 adolescents et de leur entraîneur ont débuté en Thaïlande. Après plusieurs heures, les secouristes sont parvenus à faire sortir 4 d'entre eux. Ils ont enfin pu rejoindre l'air libre et ont été pris en charge à l'hôpital de Chiang Rai. Il reste donc au fond de ce labyrinthe de galeries souterraines 9 personnes coincées là depuis le 23 juin. Et elles vont devoir encore faire preuve de patience car les plongeurs ont dû suspendre leur travail. Les opérations devraient reprendre plus tôt à l'aube heure française. Pas d'autre choix, car le parcours de 4 km qui sépare l'entrée de la grotte du groupe est extrêmement compliqué, avec notamment un goulot d'étranglement, où le risque est de rester coincé. Autre difficulté de taille, la plupart des enfants ne savent pas nager et n'ont aucune expérience de la plongée. Selon les autorités thaïlandaises, évacuer les 9 restants pourrait prendre 2 à 3 jours supplémentaires. Il ne faut pourtant pas perdre une minute, car si les conditions actuelles sont favorables, des pluies importantes pourraient toucher la région dans les jours à venir. Le niveau de l'eau pourrait alors monter dans la grotte, rendant le sauvetage encore plus périlleux. Les 12 enfants et leur entraîneur de foot étaient partis pour une balade le 23 juin dans ce réseau souterrain fréquenté par les habitants de la région. Ils avaient alors été surpris par une subite montée des eaux due à la mousson, les empêchant de faire demi-tour. Le 2 juillet, des plongeurs britanniques avaient réussi à atteindre le groupe. Ils avaient découvert 13 personnes fatiguées, à bout de force, mais saines et sauves. Dimanche sport à présent avec Lassina Sawadgo. Bonsoir Lass. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors Lass, pour commencer, les affiches des demi-finales de Russie 2018 sont connues. Tout à fait, mais je voudrais rebondir juste sur l'élément qui vient de passer pour rappeler aux téléspectateurs que la FIFA a invité donc les 12 enfants et leurs entraîneurs pour la finale de la Coupe du Monde. On vient de dire qu'il y a le compte à rebours dans 2 ou 3 jours. Les enfants pourraient être libres. S'ils sont libres, dans 2 ou 3 jours, ils pourront donc être en Russie pour participer à la Coupe du Monde. C'est une belle histoire et on croise les doigts pour que ces enfants soient libres. Vous parlez tout à l'heure des affiches des demi-finales, tout à fait. Il y a eu d'abord ces quarts de finale qui ont donné des résultats assez intéressants. On va voir d'ailleurs les images pour se remémorer. Le Brésil, Belgique, vous vous rappelez du score Jean-Emmanuel, 2 buts à 1. La grande Brésil est tombée face au Diable Rouge, c'est le Diable Rouge, n'est-ce pas? Le Diable Rouge, voilà, de la Belgique qui accède donc aux demi-finales. Ils affronteront d'ailleurs la France. La France est venue à bout de l'Uruguay, l'Uruguay de Luis Suarez, 2 buts à 0. Alors qu'on nous montre ici les images qu'on n'arrive pas à bien voir. Et puis après, il y a eu Angleterre sur Jean-Emmanuel. 2 buts. Des Lions face donc aux Suédois qui retrouvent après plusieurs années le dernier carré d'une Coupe du Monde et puis ce match à suspense hier entre la Croatie et la Russie. 2 buts partout après 120 minutes de jeu. À la séance des tirs au but, les Russes ne sont pas passés cette fois. Ils étaient déjà passés au tour précédent face à l'Espagne au tir au but. Et cette fois, c'est les Croates donc qui passent par 4 tirs contre 3. Les affiches donc des demi-finales Emmanuel. Le mardi, à partir de 18h, amis téléspectateurs, en direct sur nos antennes, il y aura France-Belgique, 18h, prise d'antenne 17h20 avec le plateau et les invités. Et puis le mercredi, la deuxième demi-finale, l'Angleterre sera face à la Croatie à partir de 18h aussi. Prise d'antenne en 17h20, les 2 matchs seront en direct sur nos antennes. Le match de classement, vous rappelez, sera aussi en direct sur nos antennes. La finale aussi en direct sur nos antennes. Vous ne raterez absolument rien. Que de bonnes nouvelles. On sera au rendez-vous là. On revient plus près de chez nous avec la Coupe du Conseil régional de la Boucle du Monde. Tout à fait. La finale en apothéose hier à Dédougou et puis de la Coupe du Conseil régional de la Boucle du Monde, c'est face à face entre les communes de Thomas et de Solenzo, a tourné l'avantage de Thomas qui l'a emporté sur le score de 2 buts à 0. Une finale suivie, Jean-Emmanuel, de bout en bout par le Premier ministre Paul Kaba-Thieba. Et pour nous, Victorien Marienne et Moussa Ouedraogo y étaient. Et voici les temps forts de cette finale. Retenir au sortir de la finale tant attendue de la Coupe de la Fraternité, initiée par le Conseil régional de la Boucle du Monde,
Damien Tchombiano de Thomas dans le Nayala, auteur d'un doublé, et un invité de marque, Paul Kabateba, Premier ministre, chef du gouvernement natif de la région. Après 3 mois de choses empoignades intercommunales, ce sont les équipes de Thomas, maillot rouge, et celles de Solenzo à maillot blanc qui ont eu l'insigne honneur de disputer le trophée mis en jeu par le conseil régional de la boucle de Mohun. Thomas contre Solenzo a toujours été un derby qui mobilise du monde dans cette contrée. Mais cette fois-ci, l'équipe de Thomas, conduite par un certain Damien Tchombiano, a fait d'une bouchée sa rivale de Solenzo. 2 minutes ont suffi à ce jeune espoir pour proclamer les ambitions de Thomas. 1-0. Dans la foulée, Solenzo obtient un penalty mais mal exécuté par Alassane Doudoulougou. Puis plus rien jusqu'à la pause. Une pause mise à profit pour faire don de vivre à 13 associations de femmes de la boucle de Mohun. À la reprise, Solenzo joue le tout pour le tout. Des occasions de but se suivent et se ressemblent malheureusement. Mais c'est Damien Tchombiano, encore lui, et Thomas qui ont le dernier mot. Score final 2-0 pour Thomas. Ce que nous recherchons, c'est la fraternisation, c'est la fraternité, comme l'indique même le thème de cette coupe. Et la fraternité au niveau de notre région. Et ce soir, nous sommes rendus compte que vraiment tous les frères sont là et toutes les sœurs sont là. Thomas s'adjuge donc le trophée et engrange la somme de 425 000 francs CFA. J'ai été impressionné en tout cas par la maîtrise collective et également par les qualités individuelles de ces joueurs. Et le ministre en charge des sports et moi, on échangeait tout à l'heure sur la nécessité d'apporter l'encadrement adéquat à tous ces jeunes et les infrastructures qu'il faut pour les permettre donc de s'épanouir et vraiment de devenir de grands champions demain. Autrement dit, il y a aussi de la bonne graine dans nos communes, pourvu que. Voilà, merci Las pour toutes ces informations. Rendez-vous demain à 21h. Demain 21h pour le magazine des sports. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Draman Dadjian vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Toute l'équipe de cette semaine vous souhaite une bonne reprise de travail demain. En attendant, bonne suite de programme.